victoires au général consécutives pour Miguel Indurain. Cet homme-là, c'est sûr, il voit la vie en jaune. Voilà, sur notre plateau ce soir, Richard Virenque. Richard Virenque, bonsoir. Vous avez terminé 5e du classement général final et meilleur grimpeur de ce Tour 94, dont on dit qu'il a été parmi les plus durs. C'est votre sentiment aussi? Moi, j'en ai fait pour l'instant que 3. C'est mon 3e que je finis et que c'est sûr, c'est le 3e le plus dur. Et la montagne était dans la dernière semaine et ça a été vraiment rude. Mais c'est plus dur parce que ça va plus vite ou parce que le tracé est plus dur pour les cyclistes? Non, c'est parce que les difficultés de la montagne, surtout, elle est dans la dernière semaine et donc on a presque plus de 2 semaines de course et on a beaucoup de kilomètres dans les jambes et c'est la fatigue accumulée et on arrive dans la montagne avec beaucoup de fatigue et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écart. On a l'impression, sans vouloir être péjoratif, qu'il y a le Tour de France de Miguel Indurain et puis le Tour de France des autres coureurs cyclistes. C'est sûr que Miguel tourne au-dessus de nous, mais bon, dans le contre-la-montre, quand on est dans la montagne, on arrive quand même à se défendre et à le battre sur une ligne ou à le distancer des fois un peu. Mais bon, dans le contre-la-montre, il reste intouchable et c'est son 4e tour qui gagne et il est bien parti pour en gagner. Quel est le sentiment que vous avez à son égard? C'est de l'admiration? Oui, beaucoup d'admiration parce que bon, il fait presque 80 kilos et il monte l'école aussi vite que nous. Et vous pesez combien? Moi, 62. Et bon, c'est pour ça que je suis impressionné par la puissance qu'il développe. Mais il faut les monter là-haut, quoi, l'école. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on termine un Tour de France? On a envie de s'intéresser complètement à autre chose ou le fait que vous soyez professionnel, le fait que vous allez repartir sur le vélo? Intéresser à autre chose, quoi. J'ai fait un don par rapport au Rwanda, quoi, les prix que j'ai gagnés sur le Tour de France, les 250 000 francs, je les donne au Rwanda, c'est-à-dire aux Médecins Sans Frontières. Avec ça, je pense qu'ils feront des bonnes choses, sauveront surtout des vies. Pour moi, le Tour de France, ça a été quelque chose de super, que j'ai vécu le bonheur, la joie, et j'espère qu'au Rwanda, avec ça, ils vivront le bonheur et la joie. Vous en avez parlé au sein du peloton du Tour de France, de ce drame du Rwanda, ou c'est une initiative complètement personnelle? Non, c'est une initiative personnelle et que depuis 2-3 jours, ça me trotte un peu dans la tête et je me suis dit, pourquoi pas laisser mes prix du Tour que j'ai gagné. Et bon, on va essayer de mettre en place aussi une vente aux enchères pour vendre mon maillot et mon vélo qui m'a permis de faire finir ce Tour. Et comme ça rentrera dans la cagnotte pour le Rwanda. Merci beaucoup Richard Virenque pour votre témoignage, encore bravo et bon courage. On vous annonce comme le futur chef de file du cyclisme français, vous n'avez que 24 ans, donc on verra dans les semaines et les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Comme chaque année, des dizaines de milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous sur les Champs-Élysées pour voir leurs favoris ou en tout cas essayer de les voir. Agnès Varame. Quand on aime, on ne compte pas les heures à attendre, fébrile, moite, pour voir passer un arc-en-ciel de maillots multicolores. J'ai même pas vu le maillot à pois. J'ai vu le maillot jaune. Elle a vu. Qui a vu quoi? C'était chat perché aujourd'hui sur les Champs-Élysées, dans les arbres et jusque sur les chaises de la salle à manger. Je me suis fait avoir au 14 juillet, cette fois-ci j'ai tout pris. Escabeau, caméscope, etc., etc. Malgré tout, il y en a qui n'auront rien vu, mais alors rien du tout, et qui pourtant étaient heureux. Ah que oui. Si. Le beau-père, il est même là, il est acharné lui, parce que lui c'est un sportif. Ah ouais, très content du Tour de France ici. Et pour les mecs, très courageux. Un grand coup de chapeau. Voilà, à la fin de ce journal, nous reviendrons sur ces 3 semaines de course et nous devrions, nous l'espérons en tout cas, être en direct de l'ambassade d'Espagne à Paris avec le vainqueur de ce Tour de France, Miguel Indurain. C'est aussi dans une ambiance de kermesse que la Gabrielle, le bateau de pêche français, a retrouvé il y a à peine 2 heures les eaux beaucoup moins hostiles de l'île Dieu. Tous les habitants étaient là pour l'accueillir. La Gabrielle est un peu devenue le symbole des pêcheurs de thon français. Reportage à l'île Dieu de Gilles Marinet et Philippe Dumail. Le voyage du Gabriel touche à sa fin. À quelques milles des côtes de l'île Dieu, la Marine nationale remet le navire à son équipage. Le bateau regagnera Port-Joinville par ses propres moyens et piloté par son patron. Ainsi en ont décidé les marins-pêcheurs. Question de fierté. À bord, les hommes du Gabriel découvrent l'ampleur des dégâts. Le navire a été saccagé, à commencer par toute l'électronique de bord. Les cabines et parties communes n'ont pas été épargnées, les installations réfrigérantes, elles, purement et simplement détruites. Résultat, 22 tonnes de poissons en pleine décomposition. Demain, ce chargement nauséabond sera jeté à l'océan.
À l'arrière, un marin fait une découverte, un filet qui n'était pas sur le bateau au départ. C'est des filets qui ont été récupérés avant et rajoutés à bord de la Gabrielle pour faire voir qu'on n'était pas conforme, c'est tout. La facture des dégâts n'est pas encore connue, mais la seule perte de la cargaison est estimée à 300 000 francs. Mais devant ce spectacle, les marins, eux, pensent en priorité à leur sécurité. Certains ont décidé de ne pas reprendre la mer. Oui, une délégation de pêcheurs de thon français donc devrait être reçue à Bruxelles demain par le commissaire européen à la pêche. La grève des contrôleurs du ciel au-dessus d'Aix-en-Provence, elle se termine ce soir au grand soulagement des touristes bloqués ou retardés à Nice, Marseille et Toulon, mais aussi chez nos voisins italiens et espagnols. Plus de 100 000 personnes ont patienté dans l'aéroport de Palma de Majorque aux Baléares. Olivier Sioux. Face aux heures d'attente, une seule solution, prendre son mal en patience. Région la plus touchée aujourd'hui par la grève des contrôleurs aériens, la Corse. Pour éviter que 40 000 vacanciers ne soient pris en otage, les compagnies aériennes ont affrété des avions gros porteurs. Certains appareils ont pourtant dû être détournés sur la Sardaigne. Au total, en 3 jours de grève, plus des 3/4 des vols desservant le sud-est de la France ont été annulés. Une grève qui a aussi des répercussions sur tout le trafic aérien entre le nord de l'Europe et l'Espagne, le Portugal ou les Baléares. À Palma de Majorque, où devaient transiter aujourd'hui 100 000 touristes, les vols ont subi des retards dépassant parfois 4 heures. La grève s'achève ce soir, mais le retour à la normale n'est prévu que pour demain matin. Et ce retour au pays pour les touristes étrangers se transforme parfois en parcours du combattant. Alban Mikosi et Diane Richard ont fait le voyage de Nice à Gênes en Italie avec des touristes danois, le seul moyen de locomotion, l'autocar. Ce matin encore, 60% de vols annulés. La sortie de secours passe souvent par le bus. Voici l'histoire d'une dizaine de touristes danois qui voulaient tout simplement rentrer chez eux. Nice, aéroport, 12h45. Une noria d'autobus attend ses clients, direction Gênes, 180 km de galère. C'est une honte que l'on mette 3 ou 4 heures de plus pour rentrer chez nous, mais nous avons tout le dimanche pour y arriver. On va pas y être jusqu'à lundi, 8h. C'est pas un problème si on est à la maison lundi matin. 13h15, la frontière italienne franchie sans aucune formalité. Nous voici partis pour 2 heures de bandes blanches qui défilent, de tunnels et de viaducs. 15h, enfin, c'est l'arrivée à l'aéroport international de Gênes. Et là, en raison de la grève, le nombre d'avions qui décollent d'ici a été multiplié par 10. Du coup, c'est un peu la panique. Nous aimerions parler aux responsables de la compagnie pour savoir que faire et aussi pour avoir quelque chose à manger et à boire. Nous avons soif maintenant. Dans la queue, 1 heure plus tard environ, c'est l'enregistrement avec ses joies et ses mauvaises surprises. On nous envoyait à Gênes en bus. Arrivé à l'aéroport de Gênes, on nous dit de prendre juste les bagages à main et de laisser les autres dans le bus. Et voilà, on se retrouve sans valise et apparemment ils sont partis pour Bruxelles. Et vous alliez où? Montréal. À 17h, les bagages n'avaient toujours pas été retrouvés et tout décollage suspendu pour le moment. Moralité, la grève des aiguilleurs du ciel a complètement désorganisé le trafic aérien. En cela, au moins, l'objectif est atteint. Et cette grève prend donc fin ce soir aux environs de 23h. L'actualité à l'étranger maintenant, la frontière entre le Rwanda et le Zaïre, qui était fermée depuis plusieurs jours, a été rouverte dans l'après-midi. Entre 1000 et 2000 réfugiés ont décidé de rentrer dans le pays qu'ils ont fui pour échapper au choléra. Un reportage sur cette ligne de frontière de nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Philippe Jasselin. Arrivée solennelle à 13h aujourd'hui du Premier ministre zaïrois à la frontière avec le Rwanda. Son message est capital. Il faut laisser les gens rentrer chez eux, ceux qui veulent partir. Mais à quelle heure? Maintenant, tout de suite. 10 jours que cette frontière était fermée, gardée par les parachutistes zaïrois sans aucune explication officielle, empêchant les Rwandais qui l'auraient souhaité de rentrer chez eux. Le Premier ministre zaïrois va à nouveau lui-même annoncer la nouvelle aux réfugiés qui attendaient à proximité et le cortège est reparti sous les applaudissements. Ils vont immédiatement rentrer chez eux, main en l'air, car ils sont tout de même méfiants.
À la barrière, les soldats de l'armée victorieuse, les soldats du FPR, ont un discours de bienvenue. Nous sommes prêts à vous recevoir, mais il ne faut pas de bousculade. Plusieurs milliers d'entre eux vont passer la barrière. Mais franchi la frontière, c'est l'ordre FPR. Chaque groupe est guidé par un militaire qui va les diriger vers une des villas du bord de la route, où ils vont faire la queue pour être enregistrés. Leur carte d'identité est soigneusement recopiée. Et si vous tombez sur un des responsables connus des massacres, qu'est-ce que vous faites? Il sera arrêté. Il sera arrêté. Oui. Et vous en avez déjà arrêté là? Pas encore. Ils vont pas se présenter, si? Je crois pas. Vous les connaissez tous? Non, certainement non. Donc il y en a peut-être qui sont passés? Peut-être. Ouais. Ça arrive. Chaque bureau là, il a une liste des responsables? Non. Non. Même s'il avait le russe, il n'y aurait pas de photos, donc ça ne changera pas beaucoup de choses. Parce que beaucoup de sœurs réfugiés n'ont plus de cartes d'identité et tout ça. Mais quand même, ça prendra du temps avec les questions de génocide. Vous le savez bien, jusqu'à aujourd'hui, on trouve des nazis. Après combien d'années? Presque une demi-siècle, je crois. Et vous les donc chercherez? Ça prendra du temps. Nous le chercherons partout. Mais pour l'instant, ce ne sont que les pauvres gens, souvent malades, qui n'ayant rien trouvé pour les soulager au Zaïre, préfèrent au moins rentrer chez eux, quitte à y mourir. Et aujourd'hui, il n'était que quelques milliers à oser rentrer. Côté humanitaire maintenant, le pont aérien promis par les Américains, même s'il est jugé tardif par certains, commence à produire ses effets. D'une manière générale, c'est toute la communauté internationale qui semble avoir enfin compris qu'il fallait aller vite. Martine Laroche-Joubert. Des parachutages avec un air de déjà-vu. Le Kurdistan, la Bosnie et maintenant le Rwanda. Des parachutages comme l'aveu d'un retard, mais avec les moyens enfin de sauver ce qui peut l'être encore. 6 tonnes de vivres ont été larguées par les Transals français dans la zone de sécurité au sud-ouest du Rwanda. Les Américains ont eux aussi parachuté 10 tonnes de vivres sur les camps du nord de Goma, au Zaïre. C'est le début de l'aide massive promise par les États-Unis, $250 milliard, soit 1,4 milliard de francs. Les avions chargés de vivres et de stations de purification d'eau ont décollé de Francfort pour atterrir aujourd'hui à Goma et à Entebbe, en Ouganda, où des militaires américains assureront le bon fonctionnement de cette plaque tournante humanitaire. D'autres pays commencent à participer à cette aide. Israël envoie ce soir 8 avions Hercule avec médecins, infirmiers et hôpital de campagne. La communauté internationale se mobilise, il est temps. 80 000 personnes sont menacées par le choléra si elles restent sans soins. Philippe Gassot est en direct avec nous depuis Goma une nouvelle fois ce soir. Philippe, est-ce qu'on a l'impression en voyant certaines de ces images que les choses auraient tendance à commencer, évidemment il faut tout relativiser, à s'améliorer? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous, sur place ce soir? Oui, il faut être très prudent, mais c'est vrai que nous avons l'impression d'être à un tournant. On sait, tout le monde sait ici, que la survie des réfugiés rwandais passe par un retour chez eux, un retour à la maison. Or, vous l'avez vu, la frontière a été réouverte. Ça ne veut pas dire pour autant que les réfugiés ici vont rentrer à la maison comme un seul homme. Il va falloir qu'on leur donne des garanties. Demain, M. Peter Hansel va venir ici à Goma, c'est le numéro 2 de l'ONU, et il faudra qu'il vienne avec des garanties s'il veut que les Rwandais retournent sur leur terre. On a noté également que la nourriture est très insignifiante par rapport aux besoins, mais aujourd'hui on a quand même battu un record. 260 tonnes de farine sont arrivées de Kampala grâce au camion du PAM. C'est la moitié d'une journée de consommation, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est un début. Vous l'avez vu, les Américains ont fait des essais de dropping de nourriture auprès des zones où se situent les réfugiés. Ça n'a pas véritablement marché, mais là encore, c'est un essai qui va dans le bon sens. Et l'on sait que demain, grâce à la France, grâce à M. Douste-Blazy, eh bien, il y aura 150 000 personnes qui vont avoir accès à de l'eau potable. C'est-à-dire que ce système va permettre de faire reculer le choléra. Mais il faut aller très vite. J'ai rencontré, il y a quelques secondes, juste dernièrement,
un petit garçon, il s'appelle Pierre, c'est celui qui porte un paquet dans les bras, et je lui ai demandé de me traduire pour les deux petits-enfants qui sont à côté. Je lui ai simplement posé une question, demande-leur ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. Et la réponse des deux petits garçons que vous voyez au moment où je vous parle a été aujourd'hui, on n'a rien mangé du tout. Ce qu'il faut, c'est faire très vite, car chaque jour, chaque minute qui passe voit la liste des morts s'allonger et il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup Philippe pour votre témoignage. Le ministre de la Santé regrettait hier soir, vous l'avez entendu, que la France soit la seule depuis le début de l'opération turquoise à avoir véritablement réagi. Les militaires français qui remplissent plus aujourd'hui une mission humanitaire doivent rester jusqu'à la fin du mois d'août, mais quelques soldats des unités combattantes commencent à quitter le pays. Reportage de Philippe Gassot. L'aéroport de Goma ressemblerait à la série américaine MASH s'il n'y avait en arrière-plan ce flot de misère, pas encore interrompu, loin s'en faut. Cependant, les Français semblent décidés à tenir le calendrier prévu pour le retrait. Les premiers à partir discrètement, ils sont une dizaine, appartiennent au commando de l'air. Pour eux, l'opération turquoise est terminée. Ils savent rester pudiques, même s'ils en ont vu beaucoup trop. Professionnels. C'est fini, on rentre, on a rempli notre mission, on est très heureux d'avoir participé à cette opération. Les commandos de l'air, on a servi comme il fallait et c'est très très bien pour ça. Dans les premiers temps, ces soldats n'ont pas été soutenus suffisamment par l'opinion. À présent, on reconnaît que sans eux, le cauchemar aurait été total. Le temps de quitter les lieux et ce sont les Américains qui les remplacent dans leur bivouac au bord de la piste. Les premiers Français qui partent ont devancé les prévisions de 48 heures, ce qui semble indiquer qu'on ne jouera pas les prolongations. Plusieurs centaines de Français devraient partir le 26 si tout se passe comme prévu. Un dernier mot concernant le Rwanda. Le pape Jean-Paul II a renouvelé depuis Rome son appel à la conscience et à la solidarité face au peuple rwandais. En Italie précisément, les magistrats qui luttent contre la corruption et qui s'étaient sentis trahis par Silvio Berlusconi à propos du fameux décret sur la détention préventive, eh bien, ces magistrats ont ordonné une vingtaine d'arrestations, dont celle d'un ancien ministre et de 2 cadres de la Fininvest, une société de M. Berlusconi. Françoise Laborde. Après l'orage politique, place à la tempête judiciaire qui met aux prises 2 hommes. D'un côté, Antonio Di Pietro, initiateur de l'opération Main propre contre la corruption, le juge milanais avait annoncé sa démission après l'adoption du décret Berlusconi interdisant la détention préventive dans les cas de corruption. C'est lui qui a lancé la fronde politique contre ce décret, relayé par la rue et par la propre majorité de Silvio Berlusconi. De l'autre, le président du Conseil, donc objectivement affaibli. Après la crise politique où une partie de sa majorité, Ligue du Nord, néofasciste, s'est retournée contre lui, l'obligeant à retirer son décret, le voilà personnellement éclaboussé. La Fininvest, sa société, qui contrôle plusieurs journaux et surtout 3 chaînes de télévision, apparaît clairement dans le collimateur des juges, avec des accusations graves de fraude fiscale et corruption de fonctionnaires. Les perquisitions, les interpellations de samedi sont donc un nouveau revers pour Silvio Berlusconi qui laisse présager une crise politique profonde. Et si l'on en croit la formule d'un des enquêteurs, il ne s'agirait là que des hors-d'œuvre d'un tout autre banquet. Après la poignée de main du mois de septembre dernier entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin à Washington, la paix au Proche-Orient fera demain un nouveau pas de géant. Monsieur Rabin, le Premier ministre israélien, est arrivé aujourd'hui dans la capitale américaine pour rencontrer demain donc le roi Hussein de Jordanie en compagnie du président américain Bill Clinton. Même si aucun traité de paix n'est signé, ce sommet est un véritable tournant dans les relations entre Israël et la Jordanie qui sont officiellement en guerre depuis 46 ans. À Jérusalem, Charles Anderlin. Signe des temps, des experts jordaniens étaient secrètement en Israël vendredi dernier pour préparer le tracé de la route d'Elat à Aqaba. Avant même la conclusion d'un traité de paix, les 2 pays préparent des projets gigantesques de développement économique. D'abord sur la mer Rouge, où dans quelques mois la frontière sera ouverte aux touristes étrangers. Plus tard, un canal sera creusé, conduisant les navires vers un port commun situé à l'intérieur des terres. Les études techniques sont presque terminées. Israéliens et Jordaniens espèrent que la mise en commun de leurs ressources transformera la région en un Eldorado touristique. Et ce n'est pas tout. De nouvelles autoroutes vont relier les villes jordaniennes aux industries et aux ports israéliens.
Cela permettra au royaume hachémite d'augmenter considérablement ses exportations vers l'Europe en passant par Israël. Pour nous, si on passe par la Jordanie, on arrive au Golfe. 90% du commerce de cette région va vers l'extérieur. On perd des ressources énormes. Et cette région a des ressources, ou financières, ou intellectuelles, ou naturelles. Les négociations sur ces accords bilatéraux sont très avancées, plus même que les pourparlers sur le contentieux territorial. Il faut en effet déterminer l'emplacement exact de la frontière dans la Arava, entre la mer Morte et la mer Rouge. Ce devrait être l'affaire de quelques mois. Le roi Hussein de Jordanie et le Premier ministre Yitzhak Rabin se retrouveront alors pour compléter les accords qu'ils signeront demain à Washington et conclure la paix. À cette occasion, le souverain pourrait même aller prier dans le dôme du Rocher à Jérusalem, dont il a financé la nouvelle coupole dorée. Retour comme promis sur l'événement de la journée, le Tour de France cycliste. La dernière étape sur les Champs-Élysées a été remportée par un Français, Eddy Seigneur, qui a réussi à se détacher du peloton. Comme prévu, Miguel Indurain remporte l'édition 1994. C'est la 4e victoire consécutive de l'Espagnol. Dans le village où il est né, en Navarre, près de Pampelune, les habitants ne se lassent pourtant pas de le voir gagner. C'est un reportage de Claude Samper et Dominique Bonnet. Aujourd'hui un homme, une équipe, Miguel Indurain et Banesto. Une seule voie dans les rues désertes de Villava, le village natal de Miguel, celle du Tour de France. Plus que quelques minutes et c'est l'arrivée. Au bar des supporters, tout le monde est prêt. Et quand le héros monte enfin sur le podium, c'est le délire. C'est un type sympa, non? Un mec bien et macho. Indurain, c'est un champion. Les autres aussi. Nous avons un respect très grand pour les autres. Loin du bruit, un homme seul dans son appartement, Pepe Barroso, qui n'a pas oublié la première course de Miguel. Le gamin Miguel est venu avec son père un dimanche pour courir. Mais il n'avait pas sa licence. Il n'a pas couru. La semaine suivante, tout était réglé, il a fait sa première course et il a terminé deuxième. Une seule photo pour souvenir, Pepe Barroso à droite, 26 ans, et à gauche, Miguel, 11 ans. Aujourd'hui, la relève est prête. Ces jeunes coureurs appartiennent à l'ancien club de Miguel. Un jour, peut-être, l'un d'entre eux sera sur les Champs-Élysées. Nous continuons patiemment d'attendre Miguel Indurain qui doit être en direct avec nous depuis l'ambassade d'Espagne à Paris, mais apparemment il semble qu'il ait été happé donc par les nombreux supporters espagnols qui sont venus à Paris pour fêter sa victoire. Même si Miguel Indurain a dominé de la tête, des épaules et des pédales cette édition 1994, le tour a été superbe, 3 semaines et un bouquet final signé Christophe Duchiron. Je me souviens, c'était un dimanche. On était au camping près de Dunkerque. Jeannot nous avait invités à la caravane. Jeannot, c'est le mari de Marceline. Et Jeannot, devant sa télévision, il n'en croyait pas ses yeux. Oui, ce jour-là, le tour débute bien mal. Un gendarme mal placé, des coureurs à terre, ou quand le tour se donne des airs, de mauvaise corrida. Jalabert le Français abandonne, sur la route. Il y avait du sang et des larmes. En Angleterre, on a rencontré un lord un peu excentrique. Un fondu de la petite reine, un gars pas fier, qui aurait bien échangé un peu de sa noblesse contre une vie de coureur. Un matin en Dordogne, on est tombé sur un drôle de type qui bricolait son vélo. L'après-midi, on a compris, c'est Miguel Indurain qui prenait la mesure de ses adversaires. Au royaume du peloton, Miguel s'est fait roi, 60 km de contre-la-montre. Miguel endosse la tunique jaune, le jaune ça tombe bien, c'est sa couleur préférée. Le vélo jaune du meilleur facteur, c'est pour Jean-Luc le Gascon. Roule facteur, t'auras l'air d'un coureur. Le facteur s'est fait un petit plaisir en solitaire sur la route du Tour. Pour lui comme pour nous, c'était jour de fête. Jour de fête pour les tricolores du peloton. Ces victoires qu'on n'attendait pas, et on avait tort. En bleu, blanc, rouge, Jackie Durand gagne à Cahors. Jackie, c'est un Durand qui gagne à être connu. Luc Leblanc sort du brouillard à Lourdes, en vainqueur. Et Richard Virang préfère en rire, tellement c'est beau, il l'emporte à Luzardiden.
Ça, c'est la France qui gagne sur la route. Et puis il y a la France des bords de route qui mérite le détour. Prenez le grand-père de la famille Bonvivant. Vous allez nous retrouver dans les vignes, là. Et dans les vignes, il y a du pinard. Voilà, voilà, petit coup, c'est agréable. Les mauvaises langues disent que quand les spectateurs boivent, les coureurs trinquent. Et pourtant, Miguel Indurain n'a pas bu, mais dans une bonne descente, l'Espagnol va trop vite. Miguel aurait pu tomber par terre. Oui, mais voilà, ce jour-là, Miguel avait la baraka. Allez les gars, allez Pantani, l'Italien aux grandes oreilles. Dans les Alpes, une chute le matin, au bord de l'abandon. L'après-midi, il met le peloton à genoux, deuxième de l'étape et troisième du Tour de France. Pantani, c'est capitaine courage. Allez les gars, allez Ugrumov. Dans les dernières étapes, une fois deuxième, deux fois premier. Bilan deuxième à Paris. Ugrumov le laiton, c'est le champion de la lutte finale. Un jour dans les Alpes, il y avait un curé. Pour fêter les dieux du peloton, le père Romanet a fait sonner les cloches de son église, comme un hommage rendu à tous les coureurs du Tour de France, à ceux qui ont tiré la langue pendant 3 semaines sous le soleil de juillet. Voilà, nous attendons toujours patiemment Miguel Indurain. On nous dit qu'il vient d'arriver à l'ambassade d'Espagne. En attendant, si c'est la fin du Tour de France, c'est aussi la fin des vacances pour nos globe-trotteurs de la Tranche-sur-Mer. Pascal Doucet-Bon et Philippe Deslandes ont passé, vous l'avez vu, une semaine de rêve dans ce port de Vendée qu'ils vous ont peut-être fait découvrir. Ils sont partis à la pêche une dernière fois aujourd'hui avant de rentrer sur Paris. La marée basse. À la Tranche, comme sur tout le littoral atlantique, c'est ce moment privilégié où l'homo touristus courbe l'échine pour un bien joyeux labeur. Ici, on pêche l'huître, la palourde, la coque, l'étrie, le couteau, la crevette grise, bref, tout ce qui gigote plus ou moins dans l'eau salée. Les gens du coin sont là aussi. Arsène Brousse a 89 ans. Il fait le voyage de Luçon, 30 km, chaque fois que son dos le lui permet, regrettant les années d'abondance. Autrefois, on était peut-être une dizaine ici. Il y en a des 1000. Vous voyez tout ce qu'il y a à gratter. Alors évidemment, si les gens s'étaient raisonnables, ils prendraient des grosses. Ils prennent des petites comme ça. Aïe! Ce qu'il y a de drôle avec les pêcheurs, c'est leur éternelle tendance à l'insatisfaction météorologique, excuse tout à fait classique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Pêche avec crevette. Et la pêche est bonne? Oh, c'est pas sensationnel, hein. Apparemment, c'est pas le jour aujourd'hui. Non, c'est les vents qui sont moyens. Les vents, ils viennent d'ici, il faudrait qu'ils viendraient de là. Davantage sera meilleur. Vous avez des crevettes? Oui, un peu. Nous, en tout cas, on a pris un cours de pêche le temps d'une grande marée basse et on n'était pas les seuls. Vous êtes là depuis quelle heure, là? Oh, je suis là depuis 1 heure, à peu près. Et qu'est-ce que vous avez pris? Eh bien, pas grand-chose, simplement que je m'amuse avec mon fils à déterminer le type de coquillage que nous trouvons dans le sable. Nous pensons que ce sont des Bernard l'Ermite, mais sans certitude. Alors on va demander à quelqu'un du pays qui va vraisemblablement nous donner la réponse. Alors, ça, par exemple, monsieur, c'est un crabe vert, tout juste bon pour la soupe. Et ça, c'est une poignée de sel fin posée par un jeune pêcheur. Elle est destinée à faire sortir ce truc-là. C'est un couteau, c'est assez coriace à mâcher, mais plutôt parfumé. Voilà, les chroniques de la Tranche, c'est fini. Nous voulions, pour terminer, vous offrir 2 minutes de bonheur atlantique. Grosse bise, et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Et Miguel Indurain, ce sera aussi pour l'année prochaine, puisqu'il n'est pas malheureusement arrivé encore à l'ambassade d'Espagne. C'est la fin de cette édition. À 20h50, votre film ce soir, Kill Me Again. En anglais, cela doit vouloir dire Tue-moi encore, un film policier de John Dahl. À 22h30, Flic de choc avec Chantal Nobel. Et aux alentours de minuit, le dernier journal sera présenté par Florence Duprat. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Et demain à 20h, vous retrouverez Paul Amar. Je vous souhaite une excellente soirée.